Cette histoire commence lorsque Takeru Kamishiro effectue, comme toujours, le même trajet pour se rendre au même travail, chaque jour de sa vie misérable. On lui avait toujours répété qu'une existence rythmée par la routine menait au bonheur. Mais au fond de lui, subsistait une petite part qui aspirait à autre chose. Kamishiro observe attentivement une scène étrange sur son téléviseur et reste stupéfait lorsqu'il est soudain téléporté ailleurs. Un homme l'accueille en affirmant qu'il est celui qui gère le système solaire. Kamishiro se demande alors si cela fait de lui un extraterrestre. L'homme répond qu'il est plus proche d'un dieu et lui montre une planète appelée Madius. Madius est incapable de prospérer, quoi qu'il fasse. Les civilisations qui s'y établissent finissent toujours par s'éteindre. Cet échec perdure depuis bien trop longtemps, si bien que l'homme a décidé d'entreprendre quelque chose de plus radical. Il donnera à cette planète une seule goutte d'eau, car même une seule goutte peut créer d'immenses vagues capables de transformer le monde entier. À la grande surprise de Kamishiro, il a été choisi pour être cette goutte d'eau. Aux yeux du jeune homme, c'était une responsabilité énorme, mais le dieu lui explique qu'il n'est de toute façon plus vivant. S'il refuse, il disparaîtra avec son âme. Le dieu sait parfaitement comment rendre l'offre plus attrayante. Il précise qu'il accordera à Kamishiro des pouvoirs spéciaux autant qu'il le souhaite. Il commence par lui donner la magie et une réserve de mana illimitée, mais souhaite entendre ce que Kamishiro désire lui-même. D'abord sceptique, Kamishiro s'illumine soudainement d'enthousiasme et déclare vouloir de jolis partenaires pour l'accompagner dans sa quête. À sa grande joie, le dieu lui assure qu'il les rencontrera en temps voulu, puis continue d'ajouter des pouvoirs. Il renforce sa capacité de recherche, fait en sorte qu'il puisse gagner de l'argent en vendant les matériaux collectés. Il lui offre également un sac magique pour stocker ses trouvailles, ainsi que la faculté de comprendre toutes les langues du monde. Pour renforcer sa défense, il lui accorde plusieurs résistances supplémentaires. Le corps de Kamishiro commence alors à se dissiper, signe que son départ est imminent. Le dieu se demande un instant s'il ne lui a pas donné trop de capacité. Mais il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Il manifesta toutefois une certaine inquiétude en découvrant qui allait devenir le partenaire de Kamishiro, se demandant si cela allait vraiment bien se passer. Cette remarque fit paniquer Kamishiro, mais il n'y avait plus de temps pour des explications. Le dieu se contenta de lui dire que tout irait bien. Quelques instants plus tard, Kamishiro se réveilla dans son nouveau monde, dans son nouveau corps. Il n'était pas vraiment sûr de ce qu'il devait faire, alors il décida de chercher un endroit habité. En chemin, il découvrit un village, mais réalisa vite qu'il ne pourrait pas acheter de nourriture sans argent. C'est alors qu'il se rappela que le dieu avait renforcé sa capacité de recherche afin qu'il puisse trouver des matériaux à vendre. Kamishiro activa sa magie de recherche, mais il fut déçu lorsque rien ne se produisit. Il comprit rapidement qu'il prononçait simplement mal l'incantation. En la répétant correctement, de petits symboles apparurent tout autour de lui. Ces symboles lui indiquaient l'emplacement des matériaux, et en prononçant le mot « scan », il obtenait davantage de détails sur chacun d'eux. Ravi d'avoir hérité de capacités aussi utiles, Kamishiro n'en crut pas sa chance quand le premier matériau qu'il ramassa fut classé rang B. Il passa ensuite plus de temps à récolter tous les matériaux indiqués par son pouvoir, mais la plupart se révélèrent être de bas rang. Tout n'était que rang E, jusqu'à ce qu'une pierre étrange attire son attention. Elle lui sembla précieuse par sa beauté, mais il découvrit vite qu'il ne s'agissait que d'une crotte, qu'il ne comprenait pas pourquoi elle était classée rang C. Malgré tout, Kamishiro resta satisfait, car il avait au moins appris que les objets vendables étaient classés par symbole et qu'il pouvait les retrouver grâce à sa magie de recherche. Le sac rempli de matériaux, il était impatient de découvrir combien d'argent il pouvait obtenir et se hâta vers le village. À la porte, le garde supposa que Kamishiro était un chevalier, impressionné par sa taille démesurée. Mais Kamishiro expliqua qu'il n'était qu'un vendeur de matériaux. Cela faisait de lui un spécialiste de la récolte, ce que le garde, nommé Marlowe, souligna comme étant plutôt rare. Il ajouta qu'il n'avait pas de boutique spécialisée, mais bien une échoppe générale. Kamishiro s'y rendit aussitôt, et l'étonnement du marchand fut total lorsque Kamishiro lui présenta la crotte. Le commerçant la reconnut comme étant les excréments d'un dévoreur de fourmis-marteaux, et s'extasia un peu trop sur sa belle forme et sa jolie couleur. Le marchand félicita Kamishiro pour avoir trouvé un objet aussi exquis et lui proposa 5 pièces d'or en échange. Kamishiro n'avait aucune idée de la valeur de cette somme.
Alors l'homme expliqua qu'une nuit dans une auberge coûtait 500 raves, tandis qu'une pièce d'or valait 1000 raves. Kamishiro fit rapidement la conversion dans sa tête et resta abasourdi. Ce type était prêt à payer l'équivalent de 400 $ pour une crotte. Le marchand devint complètement surexcité lorsque Kamishiro accepta son offre, au point d'aller jusqu'à la frotter contre son visage, ce qui laissa notre héros incrédule. Il lui montra ensuite le reste de sa récolte, et l'homme n'en revint pas que Kamishiro ait pu obtenir tout cela par lui-même. Intrigué, il se demanda pourquoi un homme capable de trouver de si beaux matériaux se contenterait de venir dans une petite boutique perdue au milieu de nulle part. Kamishiro répondit simplement qu'il aimait voyager tout en ramassant divers objets. Impressionné par ses talents, le marchand lui demanda alors un service. Il expliqua qu'il existait un filon de mithril dans une montagne voisine et souhaitait que Kamishiro aille l'extraire. Toujours avide d'aventure, Kamishiro accepta. L'homme lui donna 360 000 raves pour l'ensemble de sa cargaison. En convertissant la somme, Kamishiro faillit défaillir. Cela représentait près de 25 000 $. Avant qu'il ne parte, le marchand précisa que la montagne était infestée de monstres, mais il était persuadé que Kamishiro saurait s'en sortir. Notre héros décida de passer la nuit à l'auberge avant de se lancer dans cette expédition. Une jeune servante lui apporta un bol d'eau pour 30 raves. Surpris, Kamishiro demanda si c'était pour boire, mais la fille expliqua que c'était pour se laver. Bien sûr, il aurait préféré prendre un bain, mais elle l'effraya en lui révélant qu'il n'y avait pas de bain ici. Seuls les sorciers pouvaient purifier les gens grâce à la magie, mais la ville n'en comptait aucun. Le mot « magie » fit germer une idée dans l'esprit de Kamishiro. Il paya la jeune fille afin qu'elle le laisse seule, puis commença à tester quelques mots. Lorsqu'il prononça « clean », le sort s'activa. Quelques instants plus tard, il se sentit plus propre qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie. Et il comprit qu'il pouvait utiliser n'importe quelle magie, pourvu qu'il en trouve le mot exact. Le lendemain, sur le chemin de la montagne, on pouvait déjà voir que Kamishiro commençait à s'habituer à ce nouveau monde. Kamishiro fut stupéfait lorsqu'il vit, pour la première fois, un symbole de pique apparaître. Curieux, il s'approcha pour vérifier ce que c'était, mais l'horreur le saisit lorsqu'il découvrit qu'il s'agissait d'un squelette. Son pouvoir allait même jusqu'à lui révéler le nom de la personne décédée ainsi que son rang. Ce qui l'intrigua le plus, toutefois, ce fut l'amulette familiale trouvée à côté du corps. Grâce à sa capacité, il apprit que l'amulette avait été fabriquée par la mère du défunt. Kamishiro ne put se résoudre à abandonner les restes sur place, surtout après avoir lu la lettre qui se trouvait avec. C'était une lettre poignante écrite par la sœur de l'homme, l'exhortant à ne pas trop se forcer. Ému, Kamishiro prit le temps d'enterrer le squelette avec respect avant de reprendre sa route vers une autre zone. Là, il érigea une barrière autour de lui, sortit les herbes qu'il avait cueillies, y ajouta un peu d'assaisonnement et termina par de la viande. Lorsqu'il goûta le ragoût ainsi préparé, il fut lui-même émerveillé par la saveur. Un large sourire se dessina sur son visage, et il s'exclama que se faire isekai était décidément la meilleure chose qui lui soit arrivée. Finalement, il atteignit la forêt des dragons anciens, un lieu dangereux grouillant de monstres. Kamishiro utilisa une lumière magique pour repérer les symboles, mais ne trouva aucune trace de minerai. Pas un seul animal non plus, ce qui le fit se demander si c'était parce qu'il sentait mauvais. Il atterrit en douceur sur le sol, fou de joie, d'autant plus qu'il distingua aussitôt une multitude de symboles indiquant la présence de minerais. Sans perdre de temps, il se mit à en récolter le plus possible, mais ne trouva toujours pas de mithril. Puis, il aperçut un symbole plus faible, presque dissimulé, signe que le minerai se trouvait plus profondément dans la paroi de la montagne. Il prononça « Blaze !» et lança une boule de feu qui fit voler le mur en éclats. Cette fois, le résultat fut parfait. Le mithril apparut enfin, mais en petite quantité seulement. Le sol trembla brusquement. La caverne risquait de s'effondrer. Pourtant, Kamishiro décida d'aller plus loin, poussé par la curiosité. Son exploration le mena jusqu'à un endroit étrange, où s'étendait une eau plus claire que tout ce... En scannant l'eau, Kamishiro découvrit qu'elle était de rang SS, la chose la plus précieuse qu'il ait trouvée jusqu'ici. Les détails révélèrent que cette eau contenait l'élément magique d'un dragon ancien, ce qui signifiait forcément qu'un dragon vivait ici. Plutôt que de s'inquiéter, Kamishiro décida de récupérer autant de cette eau qu'il le pourrait. Avant de vider son récipient pour le remplir, il voulut d'abord vérifier si cette eau de dragon était potable.
Il approcha sa main pour en prendre une gorgée. À ce moment précis, un dragon terrifiant surgit des profondeurs, furieux que Kamishiro n'ait pas répondu à son appel. Kamishiro resta bouche bée, mais à sa grande surprise, le dragon s'étonna lui aussi. Ce petit humain avait réussi à supporter sa pression. Kamishiro s'excusa aussitôt pour avoir pénétré dans son repère. L'énorme créature fut impressionnée par son courage. Il se présenta et expliqua qu'il était un humain, mais le dragon eut bien du mal à le croire. Il avait ressenti en lui une quantité de mana si écrasante que cela l'avait même tiré de son sommeil. Kamishiro, lui, ne comprenait rien à ces histoires, mais le dragon lui révéla que sa réserve de mana égalait presque la sienne. Le dragon ancien déclina son nom, Voldius, et il avait une requête pour Kamishiro. Ayant reconnu la pureté de sa force, il pensa que ce jeune homme pourrait être capable d'éveiller son enfant. Bien sûr, il ne lui demandait pas cela gratuitement. En échange, il lui promettait une grande quantité de métadolaure. Voldius lui montra alors un œuf qui refusait d'éclore. Kamishiro, désemparé, n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Le dragon lui indiqua de simplement y verser son mana, de la même façon qu'il avait créé sa lumière. Kamishiro prononça le mot « heat » pour le réchauffer, mais il prit peur quand une énorme vague de puissance se mit à rayonner autour de lui. Quelque chose n'allait clairement pas. Pourtant, Voldius éclata d'un immense rire. Le corps de Kamishiro se mit à être aspiré dans l'œuf. Pris de panique, il songea à quel point il venait juste d'arriver dans ce monde et qu'il aurait voulu le découvrir davantage avant de disparaître. Quelques secondes plus tard, il se retrouva dans un lieu étrange. Une voix résonna, le traitant d'imprudent. Kamishiro se demanda s'il s'agissait du dieu qu'il avait rencontré plus tôt, mais il comprit vite que c'était une autre personne. Cette fille expliqua qu'elle jouait avec cette planète depuis des dizaines de milliers d'années, mais qu'il avait suffi d'une seule journée à Kamishiro pour provoquer une énorme onde de choc. Et cela ne lui plaisait pas. Kamishiro n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle voulait dire, mais la jeune fille l'expulsa sans plus d'explication. Il fut déconcerté lorsqu'il revint dans le monde réel, mais soulagé de voir que l'œuf avait bel et bien éclos. Voldius demande à Kamishiro de donner un nom au bébé dragon. Hésitant, celui-ci ne savait pas s'il en avait le droit. Le dragon ancien le rassura. L'enfant possédait déjà son véritable nom. Il ne s'agissait que de lui attribuer un nom courant. Kamishiro accepta et baptisa le petit dragon Bee, pour Black. Voldius encouragea Bee à explorer ce vaste monde à sa guise, et le petit rejoignit officiellement la troupe de Kamishiro. Le jeune homme fit remarquer que ce bébé venait à peine de naître et s'interrogea sur le fait que Voldius le confie si vite à un inconnu. Mais le dragon ne s'inquiéta pas. Il affirma que Kamishiro était plus fort que lui et qu'il se sentait rassuré de laisser son fils sous sa protection. En guise de récompense, Voldius projeta un rayon vers le sac de Kamishiro, puis prit congé. Kamishiro demande alors officiellement à Bee s'il accepterait de l'accompagner dans son voyage de collecte. Le petit dragon répondit avec enthousiasme. Ravi, Kamishiro s'occupa de sa première tâche en tant que maître, laver son petit... Après un certain temps, Takeru sortit de la grotte accompagné de Bee. En voyant la petite créature voler joyeusement dans la forêt, il se dit que voyager de nuit n'était vraiment pas une bonne idée. Pris d'une légère faim, il décida de s'arrêter là pour camper et passer la nuit. Préparant son repas, il sortit de l'eau élémentaire magique de son sac. En observant le liquide transparent, Takeru se rappela que Val avait relié sa gourde directement au lac magique, afin qu'il puisse toujours nourrir Bee. Bee, toute excitée, but quelques gorgées avant d'en redemander. Takeru, amusé, lui tendit une autre coupe, mais la petite créature, dans un geste adorable, lui offrit la tasse en retour. Curieux, Takeru goûta à son tour l'eau magique. Elle était incroyablement fraîche et revigorante. Ensuite, il posa quelques pierres magiques autour de lui et érigea une barrière protectrice. Tout en manipulant ces pierres précieuses avec désinvolture, il se souvint de leur immense valeur dans ce monde. Mais comme il pouvait en créer à volonté grâce à sa propre mana, il s'autorisait à les utiliser pour les tâches les plus banales. Prenant une autre pierre, il la fit chauffer afin d'allumer un feu et commença à cuisiner. Bee, les yeux écarquillés, observait Takeru transformer des pierres aussi coûteuses en simples plaques de cuisson. Takeru prépara le même plat que la dernière fois, un steak et un ragoût. Mais il se sentit malgré tout enthousiaste à l'idée d'en manger, car le goût lui plaisait toujours autant. Il remarqua Bee salivant à la vue de la viande,
mais s'inquiéta à l'idée que cette nourriture étrangère puisse lui nuire. Pour tester, il lui donna une petite portion. Bee goûta aussitôt, mais se brûla la bouche sur la nourriture encore trop chaude. Souriant, Takeru souffla doucement sur le plat pour le refroidir avant de le lui redonner. Cette fois, Bee se régala, savourant chaque bouchée avant de se rouler par terre, le ventre plein et satisfait. En la regardant paresseusement allongée, Takeru se demanda pourquoi elle ne semblait pas triste d'avoir quitté son père. En guise de réponse, Bee se contenta de le serrer contre elle. Takeru comprit alors qu'elle était simplement heureuse de vivre à ses côtés. Touché, il décida de consulter ses statistiques. Même si Bee était encore jeune, son rang s'avérait déjà impressionnant, avec de nombreuses capacités élémentaires puissantes. Takeru sentit un certain sérieux s'installer en lui. Il avait entre les mains une créature d'un potentiel incroyable, mais encore un enfant à éduquer. Regardant le petit dragon s'assoupir, il le prévint d'un ton grave de ne jamais faire de choses dangereuses. Même fort, il risquait de se faire gronder par Val en cas de problème. Mais Bee, déjà endormi avant qu'il ait fini sa phrase, n'entendit rien. Takeru soupira, la regardant dormir paisiblement, puis se demanda si le gestionnaire de l'espace lui avait donné exprès un partenaire reptilien. Le lendemain matin, Takeru entama l'ascension de la montagne pour rejoindre la forêt. À sa grande surprise, celle-ci paraissait beaucoup plus paisible et lumineuse sous le... Takeru se dit qu'il ne devrait pas trop s'inquiéter des règles du monde de l'homme de glace. Pendant que Bee s'amuse dans la clairière, il utilise sa compétence de recherche pour trouver davantage d'herbes à vendre. Alors qu'il découvre de nouvelles plantes intéressantes, Bee revient en panique, visiblement effrayé. Sur ses gardes, Takeru analyse les environs et détecte la présence de plusieurs monstres proches. Il repense alors à sa précédente aventure, lorsque ces créatures s'étaient tenues à distance à cause de son odeur. Mais après sa visite dans la grotte, il comprend que l'odeur protectrice s'est probablement dissipée. Décidé à en profiter pour récolter un peu de butin de monstres, Takeru se prépare au combat. Soudain, un rugissement féroce retentit derrière lui. Un faucon de roche fonce dans sa direction. Pourtant, Takeru le trouve presque mignon comparé au terrifiant vol qu'il avait affronté auparavant. Remarquant la belle chair du rapace, il se dit avec humour qu'il pourrait bien en faire un KFC maison. Lorsque l'oiseau fond sur lui, Takeru dresse un bouclier de glace et concentre sa magie pour créer des aiguilles gelées. En une seule attaque, il abat le faucon, le transformant littéralement en carcasse de poulet. À peine a-t-il fini qu'il aperçoit autour de lui plusieurs loups-serpents aux crocs scintillants. L'un d'eux bondit pour attaquer, mais Takeru active sa vitesse améliorée et esquive d'un saut souple. Il renforce ensuite son corps grâce à une autre compétence et frappe le crâne du monstre d'un coup de pied brutal. 2 autres loups subissent le même sort, tandis qu'un 4e tente de le surprendre par derrière. Takeru le repousse d'un revers de main avant de l'achever sans difficulté. Après la bataille, il se met à collecter la viande et les matériaux des monstres, mais ressent encore plusieurs présences hostiles dans les environs. Ne voulant pas passer toute la journée à se battre, il réfléchit à un moyen de fuir. C'est alors que Bee le saisit par les épaules et bat des ailes avec force. Takeru, incrédule, pense qu'elle ne sera jamais capable de le soulever, mais à sa grande surprise, elle décolle bel et bien. Pour alléger le vol, il utilise un sort de réduction de poids, permettant à Bee de s'élever plus facilement dans les airs. Leur envol devient si puissant qu'il perce les nuages. Takeru, les yeux écarquillés, s'exclame qu'il monte trop haut, jusqu'à ce que Bee, paniqué, le lâche dans le vide. Il chute violemment avant de perdre connaissance. Lorsqu'il se réveille, Bee est penché au-dessus de lui léchant le visage avec inquiétude. Takeru réalise alors qu'elle a réussi à le sortir de la forêt entière en un seul vol. Stupéfait par la vitesse de la petite dragonne, il la remercie chaleureusement pour son aide. Flatté par les compliments, Bee tente de le serrer dans ses bras, mais le heurte maladroitement à l'estomac d'un coup de tête affectueux. Takeru grimace, puis rit doucement avant de reprendre la route. Ensemble, ils se dirigent vers le village de Tormund. En chemin vers le retour, Bee remarque une branche étrange que tient Takeru, et il lui explique qu'il s'agit de la branche Yggdrasil. Takeru révèle qu'il possède cet objet légendaire de rang SS depuis son tout premier jour dans ce monde, mais que ses pouvoirs sont actuellement inactifs. Bee hoche la tête avant de souffler un peu de souffle magique sur la branche. Takeru est stupéfait. La magie de Bee a réveillé l'objet endormi.
Il se demande comment utiliser ce nouveau bâton, imaginant à quel point il pourrait avoir l'air d'un vrai magicien avec cet artefact. Soudain, un grognement retentit dans la forêt. Takeru ordonne à Bee de rester sur ses gardes et se demande s'il ne s'agit pas d'un autre monstre. Sans prévenir, Bee s'envole vers le bruit. Takeru la poursuit, espérant que le bébé dragon reste en sécurité. Il aperçoit Bee tournoyant autour d'un arbre et découvre une jeune elfe effondrée à son pied. Takeru se demande si elle a été attaquée par le monstre grognant, mais son ventre affamé répond à sa question. Elle explique qu'elle n'a pas mangé depuis plusieurs jours et demande un peu d'eau. Takeru fouille dans son sac et lui tend de l'eau fraîche, qu'elle avale rapidement. L'elfe remercie Takeru pour son aide, mais reste affamée. Se rappelant qu'il lui reste un peu de déjeuner, Takeru lui offre un sandwich, que la jeune fille dévore avec avidité. En louant ce repas divin, Takeru est choqué de voir une elfe se comporter de manière aussi peu raffinée. Il lui rappelle qu'un simple morceau de pain rassis aurait le même effet sur quelqu'un de famélique, et l'elfe lui répond qu'elle a retrouvé la volonté de vivre. Se demandant comment elle a pu manquer de nourriture si vite, Takeru note que le village n'est pas loin de la forêt. Après qu'elle explique qu'elle est partie précipitamment, il la gronde pour son imprudence, se sentant un peu embarrassée. La jeune fille tente de se justifier, mais Takeru remarque alors une mauvaise odeur. Déçu qu'elle sente la fiente plutôt que les fleurs, il fait une remarque un peu rude, ce qui offense l'elfe. Après l'avoir remerciée pour son aide, elle se relève et s'élance à travers la forêt. Une fois l'elfe parti, Takeru continue de récolter des matériaux sur le chemin du retour. À la sortie de la forêt, Bee aperçoit quelque chose, et Takeru remarque une carrosse sur la route. À mesure qu'il approche, Takeru voit qu'il est tiré par une licorne de rang E spécial. Le cocher, nommé Porun, lui demande ce qu'il fait seul dans la forêt. Takeru l'informe qu'il se dirige vers le village de Tormi. Poran est surpris de voir que Takeru parcourt tout ce chemin à pied, tandis que sa femme et ses enfants l'observent avec curiosité. Remarquant le bâton magique dans ses mains, il lui demande s'il est magicien. Takeru explique rapidement qu'il n'est qu'un cueilleur, ce qui impressionne Poran, admiratif de ce métier rare. Voyant que Takeru se dirige également vers Tormi, Poran lui propose de monter dans son carrosse. Takeru refuse, disant qu'il est trop grand pour tenir dedans, et les enfants de Poran rient de son apparence étrange. Cependant, Palom insiste pour que Takeru monte avec lui et il s'installe donc à l'arrière du carrosse. Assis, Takeru se demande pourquoi tous les enfants de ce monde semblent l'aimer autant. Poran le taquine sur sa taille, et Takeru s'excuse encore pour prendre autant de place. Poran répond qu'il ne lui pose aucun problème d'aider un habitant de Tormi dans le besoin, et sa famille acquiesce. Takeru est surpris que de si jeunes enfants entreprennent un voyage aussi dangereux. La fille de Poran, Yunan, lui offre un cadeau qu'il accepte avec gratitude. Il se demande pourquoi la famille lui fait autant confiance. Le fils de Palom, Cain, lui explique que si Takeru était mauvais, leur objet magique les aurait alertés. Takeru remarque la petite cloche contenant une pierre magique et pense qu'il pourrait créer un objet similaire lui-même. Se rappelant de se présenter, Takeru dit son nom et la femme de Poran, Elisa, fait de même. Soudain, Bee commence à s'agiter dans le sac de Takeru et les enfants remarquent le bruit étrange. Ils demandent ce que c'est, mais Takeru tente de le cacher, car il s'agit d'un monstre rare. Elisa lui explique que ce n'est pas si rare pour un aventurier d'avoir un animal de compagnie monstrueux, alors Takeru accepte de leur montrer. Lorsque Bee sort du sac, les enfants se mettent à l'admirer avec émerveillement, tandis que Poran et sa femme sont surpris que Takeru possède un dragon rare. Pour cacher la véritable identité de Bee en tant que dragon ancien, Takeru leur dit qu'il s'agit simplement d'un dragon noir. Ils se demandent s'il est un chevalier dragon, et Takeru explique qu'il a simplement fait éclore un œuf de dragon qu'il a trouvé. Alors que Bee utilise les genoux de Takeru comme oreiller, Poran est choqué de découvrir qu'il peut faire éclore un œuf de dragon tout seul. Takeru demande à Elisa à quel point les dragons sont rares. Elle lui explique qu'il est déjà peu commun de voir un chevalier dragon et que les véritables dragons sont encore plus difficiles à rencontrer. Pensant aux chevaliers dragons dans les jeux vidéo, Takeru se demande s'il pourra en croiser un dans ce monde. Plus tard, dans la nuit, après qu'il se soit arrêté pour faire une pause, Takeru utilise ses pierres magiques pour installer une barrière. Oran se sent soulagé, sachant qu'aucun monstre ne pourra les déranger, tandis que Takeru lui explique que Bee veillera sur eux en cas de danger.
Alors que le bébé dragon vole autour d'eux, la famille se sent en sécurité avec sa puissance de leur côté. Quand Elisa se prépare à cuisiner le dîner, Takeru lui demande s'il peut s'en charger pour ce soir. En sortant son kit de cuisine de son sac, les enfants pensent que Takeru est un véritable magicien. Il leur explique qu'il s'agit simplement d'un sac de rangement sans fond, puis commence à cuisiner. Lorsque le repas est prêt, la famille est impatiente de se mettre à table. Takeru les invite à commencer et les enfants se jettent sur la nourriture, tombant immédiatement sous le charme du goût. Horan et Elisa goûtent également, et Elisa loue le talent culinaire de Takeru. Pourtant, Horan reste silencieux, les épaules tremblantes. Elisa lui demande alors s'il va bien. Soudain, il lève les yeux, le visage couvert de larmes et de morve, et pleure de joie. Il goûte enfin de vrais repas, après tous ces viandes séchées fades durant leur voyage. À l'exagération des louanges de Horan, Takeru éclate de rire. Mais Horan insiste, affirmant qu'il a dû y avoir une sorte de magie pour rendre la nourriture aussi délicieuse. Même les enfants rient des mimiques amusantes de leur père avant de terminer leur repas. Une fois le dîner terminé, Horan sort une guitare et Elisa commence à chanter avec lui. Au son de la musique, Takeru joue avec les enfants heureux de Horan, partageant de simples moments de joie avec la famille. Il se remémore sa vie solitaire sur Terre, appréciant ce temps passé avec la famille de Horan. Takeru réalise que passer du temps avec d'autres personnes est une expérience formidable et se sent reconnaissant que le monde d'Iski lui ait offert une nouvelle vie entourée d'autrui. Après avoir fini de jouer, il met Bee au lit, le bébé dragon s'endormant en ronflant. Takeru s'installe enfin dans son lit, contemplant le magnifique ciel étoilé qui s'étend au-dessus de lui. Lorsque l'aube se lève, Polom est déjà au travail, nettoyant les rennes et la carriole. Pendant que les enfants restent plongés dans leurs rêves, avec Bee blottie entre eux, Takeru est lui aussi déjà debout et assis par terre, tuant le temps en nettoyant soigneusement ses ciseaux, jusqu'à ce qu'ils brillent. Elisa sort également de la carriole après avoir tout préparé et salue Takeru, affirmant que quiconque prend soin de ses outils fait un bon aventurier. Takeru réalise que, ces derniers temps, il prend vraiment plaisir à sa vie, et même s'il a obtenu la classe de récolteur complètement par hasard, peut-être qu'il est naturellement doué pour ça. Bientôt, ils se préparent à reprendre leur voyage, mais cette fois, Takeru demande s'il peut tenir les rênes un moment, et Polum accepte volontiers. Ils s'assoient donc sur le siège avant à côté de Polom, et ils poursuivent leur route sans le moindre problème. La licorne semble être une bête très intelligente, car elle écoute et répond à chacun des ordres de Takeru. Bee finit aussi par se réveiller pour de bon et s'envole aussitôt vers Takeru, avant de se poser près de ses jambes. Après un voyage paisible de quelques heures supplémentaires, ils aperçoivent enfin les premières maisons du village de Tormi, et bientôt, ils atteignent la porte principale. Takeru descend là, tandis que Polum et sa famille le remercient pour le merveilleux moment qu'ils ont passé avec lui avant de poursuivre leur route. Le garde semble connaître Polum, car il commente que celui-ci apporte toujours le printemps avec lui. Cela intrigue Takeru, qui demande au garde ce que fait exactement Polom, et le garde lui répond que Polom et sa famille suivent les régions les plus chaudes, car il est tisserand de métier. Ainsi, lorsque Polom arrive dans ce village, cela signifie que les beaux jours du printemps et de l'été approchent. D'après le garde, il y a eu moins de gibier à chasser dans la région récemment, ce qui fait comprendre à Takeru pourquoi Polom était si heureux de la nourriture. Il remercie les dieux de lui avoir donné la capacité d'être un bon récolteur, car il n'a jamais vraiment besoin de se soucier de trouver de la nourriture ou de l'argent. Un peu plus tard, il se rend chez le marchand qui lui avait confié la quête et lui montre tout le butin qu'il a ramené. Le marchand passe un long moment à examiner chaque objet un par un, mais il semble particulièrement intéressé par l'une des pierres. Il se tourne bientôt vers Takeru et lui demande où il a trouvé cette pierre en particulier, car ce n'est pas simplement un minerai de mithril, mais un minerai de mithril magique. Takeru n'en a aucune idée, mais le marchand affirme que c'est là une substance légendaire. Cette révélation secoue enfin Takeru, qui demande si c'est cher, et le marchand tente de lui faire comprendre l'ampleur de sa trouvaille en lui expliquant que cette pierre contient une immense quantité de mana concentré, et que même 2 ou 3 pierres suffiraient à remplacer toutes les pierres magiques du royaume. Takeru est stupéfait, mais il ne veut pas révéler sa compétence spéciale.
Alors il prétend qu'il l'a simplement trouvé par hasard. Le marchand n'y croit pas vraiment, affirmant que même s'il l'a trouvé par hasard, il possède certainement beaucoup de talent, en plus d'une bonne dose de chance. Il dit à Takeru que ses compétences sont gaspillées ici et qu'il devrait se diriger vers la prochaine grande ville à partir de ce village, appelé Belcam. Là-bas, il trouvera des gens qui ont réellement les moyens d'acheter ce genre de choses, et cela lui permettra aussi d'en apprendre davantage sur ce monde. Il lui suggère également de rejoindre une guilde qui pourrait lui fournir des connaissances de niveau avancé, ce qui l'aidera sans aucun doute dans ses futures aventures. Plus tard dans la soirée, il se détend dans sa chambre et commence à faire des recherches sur les guildes et les aventuriers. Il se rend compte qu'être aventurier peut en réalité être très avantageux pour lui, mais il n'est pas pressé. Il décide que sa prochaine étape sera de partir pour Belcam et de rejoindre une guilde. Mais pour l'instant, il va rester quelque temps à Tormy. Quelques jours passent, durant lesquels il offre la bête qu'il a abattue quelques jours auparavant pour qu'elle soit cuisinée pour tout le village. Comme la chasse se faisait rare, tout le monde a adoré le goût de la viande. Et sans doute de la salmonelle aussi. Mais même les voyous du village se régalaient, donc mission accomplie. Il passe encore quelques jours à errer dans le village pour ramasser diverses choses, mais bientôt, il se prépare à partir. La gentille vieille dame lui remet un lot d'assaisonnement et d'épices à emporter pour le voyage, avant de lui dire que les villageois aimeraient qu'il reste plus longtemps, car ils se sont tous habitués à sa présence. Takeru promet de revenir un jour, mais pour l'instant, il doit poursuivre son voyage afin d'être bien préparé. La vieille dame lui donne aussi plusieurs repas faits maison emballés, car le trajet jusqu'à Belcam est long. Il lui faudra près d'un mois pour l'accomplir. Elle lui dit de revenir dans le village s'il se sent un jour nostalgique, et Takeru la remercie avant de retourner dans sa chambre. Il met Bee au repos pour le long voyage du lendemain et s'apprête à se coucher à son tour quand il pense à la gentillesse des villageois à son égard jusqu'à présent et se dit qu'il devrait probablement leur rendre quelque chose en retour. Sur cette pensée, il se lève de son lit et se dirige vers la table, où il regarde la lanterne et la pierre de mithril magique. Il songe alors au fait que le garde du village doit rester dehors jour et nuit pour s'assurer qu'aucun monstre ne pénètre dans le village. Alors, il utilise sa créativité et le mana de la pierre magique pour fusionner la lanterne et créer un nouvel objet magique. Le lendemain matin, lorsqu'il est prêt à partir, tout le village vient lui dire au revoir pour son voyage. Il réalise à quel point ce petit village est devenu son véritable foyer désormais, et il se promet d'y revenir un jour. Alors, il leur offre l'objet magique qu'il a créé. Il dit aux gardes que cet objet peut ériger une barrière magique autour d'eux, qui les protégera de tous les monstres dangereux s'approchant du village. Les villageois sont plus que reconnaissants pour un cadeau aussi extraordinaire, mais le marchand prend l'objet entre ses mains et l'examine, avant de demander à Takeru s'il a utilisé la pierre de mithril magique pour le fabriquer. Il ouvre le dessous et la retire, découvrant la pierre juste là. Mais avant qu'il ne puisse réagir et dire à Takeru de reprendre la pierre avec lui, Takeru s'enfuit, lui criant de la garder pour le village. Tout le monde lui fait signe de la main tandis que son voyage reprend enfin. L'air du matin est frais sur son visage alors qu'il traverse les champs ouverts, profitant de la belle journée. Quand soudain, il tombe nez à nez avec un énorme monstre crabe. Au début, la peur le paralyse complètement, mais il décide de vérifier les statistiques de la créature et se rend compte qu'il s'agit d'un monstre de rang C, ce qui signifie qu'il ne devrait pas être trop difficile à vaincre. Il remarque également que le crabe est comestible, ce qui lui met l'eau à la bouche. Il dit à Bee que la chair de crabe est vraiment délicieuse. Il se prépare au combat et utilise sa magie pour renforcer son corps. Mais avant même qu'il n'ait le temps d'élaborer une attaque, Bee fonce devant et utilise son souffle supersonique, qui terrasse immédiatement la bête. Avant qu'il n'ait pu la découper, 2 autres crabes surgissent autour de lui, avançant de côté. Il commence à élaborer un plan, pensant que les crabes ne peuvent se déplacer que latéralement, ce qui pourrait lui donner un avantage. Mais à son grand effroi, les crabes se ruent droit sur lui. N'ayant pas le temps d'esquiver, il se demande si c'est ainsi que son voyage va se terminer. Mais heureusement, Bee est loin d'être aussi incompétent que lui. Il l'attrape par le col et le soulève dans les airs, tandis que les 2 crabes se percutent violemment l'un l'autre. Les 2 crabes meurent sur le coup. Mais le danger n'est pas encore terminé, car le premier se relève et recommence à foncer vers lui. Takeru, cependant, est mieux préparé cette fois-ci.
Il sort son bâton et lui assène un coup magistral digne d'un home run, tuant le monstre sur le champ. Ce soir-là, ils se préparent à un dîner copieux et Takeru utilise ses enchantements pour renforcer sa main, s'en servant pour trancher les pattes du crabe avant de tout mettre dans une marmite. Il ajoute de l'eau et quelques épices pour créer un bouillon épais et parfumé. Une fois la viande cuite, ils brisèrent la carapace et goûtèrent pour la première fois à un crabe dans ce nouveau monde, savourant intensément ses saveurs. Takeru est ravi de lui-même. Il dit à Bee à quel point il se sent bien et qu'il a hâte de voyager davantage afin de découvrir encore plus de goût dans ce monde merveilleux. Apparemment, les villageois étaient de sacrés menteurs, car il est clair qu'il ne lui a pas fallu 1 mois pour atteindre la ville de Belk, une immense structure fortifiée entourée d'eau sur un côté. Il se met dans la file avec les autres paysans pour entrer dans la ville, mais, réalisant qu'il pourrait se faire remarquer, il utilise sa magie pour faire passer son sac magique pour un sac ordinaire et demande même à Bee de se cacher un moment. Bientôt, il est appelé par le service d'immigration, où le fonctionnaire Tsie vérifie ses bagages et sa carte d'identité afin de s'assurer qu'il n'est pas là pour renverser des tours ou causer des ennuis. Il semble toutefois assez détendu, se contentant d'un simple scan magique pour vérifier s'il a un casier judiciaire, tandis que la femme inspecte son sac sans rien trouver d'anormal. Takeru est curieux de savoir à quoi ressemblent ces statistiques pour les autres, mais il comprend que tout doit paraître normal, car le dieu s'est assuré qu'il ne se ferait pas remarquer. L'agent lui dit que tout semble en ordre, mais qu'il possède une certaine bénédiction du dragon, ce qui les déroute un peu. Takeru décide alors de dire la vérité et leur montre Bee, qui les fait immédiatement fondre par sa mignonnerie, mais l'agent C lui dit d'apposer une étiquette sur le dragon, car ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des armes nucléaires non identifiées qui se promènent librement. Takeru utilise un bracelet qu'il avait sur lui et le place autour de la queue de Bee, ce qui marque la fin de leur procédure d'immigration, et ils sont officiellement accueillis dans la ville. Il est immédiatement émerveillé par la ville animée, où des gens de toute race marchent ensemble vers leur destination, achetant de la nourriture, s'équipant d'armures, se rendant dans des salles d'entraînement, etc. Il déambule, impressionné, avant d'apercevoir le hall de la guilde au loin. Il s'y rend directement et entre dans la guilde des aventuriers, découvrant un lieu splendide rempli de toutes sortes de guerriers et de mages. Soudain, il est abordé par Arya, une fille lapin expérimentée qui le salue chaleureusement et lui demande s'il souhaite s'enregistrer ici. Takeru acquiesce et la suit jusqu'au comptoir, où elle note toutes ces informations et lui demande s'il a déjà eu des expériences de combat. Takeru répond qu'il n'a pas eu beaucoup d'expérience, mais qu'il a déjà combattu un oiseau étrange, quelques loups serpents et un tas d'énormes crabes. Arya semble confuse et lui demande s'il a la moindre preuve de tout cela. Alors, cet idiot plonge la main dans sa poche d'Oriman et en sort un crabe mort entier, qu'il dépose lourdement sur la table, la brisant sous le poids. Arya pousse un cri de frayeur et s'enfuit dehors, tandis que tous les membres de la guilde se rassemblent pour voir ce qui vient de se passer. L'un des hommes bêtes présents utilise sa compétence spéciale pour examiner Takeru et dit à Arya qu'elle devrait se calmer, car Takeru ne semble pas être une personne dangereuse. Takeru ne comprend pas trop, mais le furry lui explique qu'il possède une capacité spéciale qui lui permet de voir les intentions de chaque individu. S'il apparaissait en rouge, cela signifierait qu'il cherche les ennuis. Mais comme il apparaît en bleu, tout va bien. Takeru en est soulagé, mais le furry lui demande quand même pourquoi il transporte un crabe mort avec lui. Takeru leur répond, très sérieusement, que c'est évidemment pour le manger, car seul un idiot gaspillerait une bonne chair de crabe. Cette réponse scandalise les membres de la guilde, car apparemment, les gens de ce monde ne mangent pas de crabe. Mais il se montre tout de même plus tolérant que l'Amérique sous Trump, alors il le laisse vivre comme il l'entend. Sur ce, le furry dit à Arya qu'elle devrait terminer son inscription. Il demande à Takeru s'il a des compagnons, et Takeru répond que son seul partenaire est son dragon Bee, pour le moment. Cette révélation choque tout le monde. Peu de gens ont déjà vu un dragon de leur vie, et qu'un simple récolteur, une classe déjà rare en soi, possède une bête aussi exceptionnelle, relève presque de l'impossible. Et pourtant, Takeru se tient là, bien réel. Il attire immédiatement toutes les attentions, plusieurs guildes commençant déjà à l'inviter à rejoindre leurs équipes. Arya décide de l'emmener dans la pièce voisine pour un peu d'intimité, mais tandis que Takeru s'attendait à quelque chose d'un peu plus,
Manuel sous la table, tout ce qu'il reçoit, c'est le sceau officiel de la guilde sur sa demande, prouvant qu'il est désormais un véritable aventurier. Ainsi, son inscription est terminée, et Arya lui remet un bracelet de cuivre, indiquant son rang F, celui où tous les nouveaux membres commencent. Takeru ne s'en formalise pas. Il commence déjà à imaginer toutes les aventures incroyables qui l'attendent désormais. Le lendemain, Takeru retrouve la famille de Belluri, le jeune homme qu'il avait découvert mort dans la forêt, afin de leur annoncer la triste nouvelle et de leur rendre quelques effets personnels lui appartenant. La famille est dévastée. Il lui avait pourtant supplié de ne pas partir à l'aventure, mais Belluri avait insisté. Il voulait absolument gagner de l'argent pour payer le traitement de son père malade. Takeru remarque aussitôt que le père est encore très affaibli et la douleur de voir ce vieil homme pleurer la perte de son fils le touche profondément. Il se promet alors de faire quelque chose pour leur venir en aide. Plus tard, il se rend à la guilde pour vendre une grande quantité d'herbes médicinales. La réceptionniste est émerveillée par la taille impressionnante des champignons et des feuilles qu'il apporte. À ce moment-là, Ariana arrive à son tour, cherchant Takeru. On dirait qu'il est devenu plutôt populaire en ville, car de nombreuses missions ont été déposées en son nom, demandant expressément sa participation. Takeru est heureux d'apprendre que les habitants le tiennent en si haute estime, mais il n'a pas le temps d'accomplir toutes ses requêtes. Il décide donc d'en choisir seulement quelques-unes pour le moment. Après cela, il se rend au bain public pour profiter d'un long moment de détente. Quelques instants plus tard, Clay entre à son tour et vient s'asseoir juste à côté de lui. Surpris de le voir ici à cette heure, Takeru lui demande pourquoi. Clay explique qu'il risque de pleuvoir et qu'il voulait prendre un bain avant l'averse. Puis, profitant de leur rencontre, Clay lui demande s'il maîtrise la magie de soin. Il a entendu des rumeurs disant qu'il avait guéri gratuitement un homme malade dans les bas quartiers. Takeru confirme que c'est vrai, et Clay est stupéfait. La plupart des guérisseurs exigent des sommes exorbitantes pour ce genre de service. En y repensant, Takeru s'inquiète que ces mêmes guérisseurs lui en veuillent pour avoir fait chuter leurs profits. Mais le fait que ce soit sa seule préoccupation amuse beaucoup Clay, qui éclate de rire. Il lui conseille alors de passer l'examen de classement pour monter en grade, mais Takeru refuse. Il est satisfait de sa situation actuelle. Clay, qui le trouve décidément très détaché, le prévient tout de même qu'un jour, cette attitude risque d'attirer l'attention de gens dangereux. Avant de partir, il lui suggère d'apprendre un peu plus sur la façon dont ce monde fonctionne. Plus tard, Takeru revient à la guilde pour livrer une nouvelle récolte d'herbes. La réceptionniste le remercie chaleureusement pour son travail, mais l'encourage encore une fois à monter en grade. Ce serait facile pour lui, vu son talent. Takeru répète calmement qu'il se plaît très bien en tant qu'aventurier de rang F et n'a aucune intention d'aller plus haut. Mais soudain, un grand tumulte éclate dans la guilde. Une horde de gobelins vient d'être repérée près de la ville. Le maître de guilde n'hésite pas une seconde et ordonne à tous les aventuriers de rang D et plus de se préparer pour le combat. Le maître de guilde demande alors à la réceptionniste s'il reste des aventuriers de rang A disponibles pour participer à la bataille. Malheureusement, la plupart sont déjà partis en mission, et le seul encore présent en ville n'est autre que Clay. Soulagé d'apprendre qu'ils pourront au moins compter sur le soutien du vénérable roi dragon, le maître de guilde ordonne à Musli d'aller prévenir Clay immédiatement de la situation. Takeru observe toute cette agitation sans broncher. Il sait parfaitement qu'il serait capable d'anéantir l'armée de gobelins en un seul coup. Mais puisqu'il n'est qu'un aventurier de rang F, il n'a aucune envie de se mêler à tout ça. Cependant, le maître de guilde n'est pas dupe. Il comprend tout de suite ce que Takeru essaie de faire et le désigne publiquement, lui annonçant qu'il participera à la mission, qu'il le veuille ou non. Un peu plus tard, tous les aventuriers sont rassemblés. Le maître de guilde leur expose alors le plan de bataille. Les gobelins ont été repérés dans les plaines du sud de Stavlal et tout indique qu'ils se dirigent tout droit vers Balkham. Ils ne doivent surtout pas atteindre les murs de la ville. C'est pourquoi il ordonne à tout le monde d'intercepter l'armée ennemie au fleuve Zalwas. Les aventuriers, gonflés à bloc, se montrent enthousiastes à l'idée de défendre la cité. Takeru, lui, traîne des pieds et n'a qu'une envie, être ailleurs. 2 aventuriers postés près de lui remarquent alors son insigne de rang F et se demandent pourquoi un faible comme lui a été autorisé à rejoindre une mission d'une telle ampleur. À ce moment, le maître de guilde s'approche. Il n'en a aucune preuve concrète, mais tout son personnel n'arrête pas de chanter les louanges de Takeru.
alors il s'est dit que sa présence ne pourrait qu'être bénéfique. Théoriquement, il n'a pas le droit de forcer un aventurier de rang F à combattre. L'Union ne le lui pardonnerait pas. Mais rien ne l'empêche de lui confier une tâche annexe, comme collecter les butins de valeur sur le champ de bataille. Le maître de guilde s'éloigne ensuite, laissant Muesli s'excuser auprès de Takeru. Elle ne comprend pas pourquoi il a été embarqué dans cette histoire, mais elle lui promet qu'elle fera tout son possible pour le soutenir pendant la mission. Takeru ne saisit pas tout de suite ce qu'elle veut dire, alors Muesli lui explique qu'elle connaît quelques sorts de guérison et qu'elle servira de médecin de terrain. Il comprend mieux sa présence, mais en voyant à quel point elle est enthousiaste à l'idée d'un affrontement mortel, il pressent que quelque chose risque de très mal tourner. Un peu plus tard, ils arrivent tous deux au poste avancé. À peine sont-ils sur place qu'un oiseau surgit soudainement d'un buisson, faisant sursauter Muesli. Terrorisée, elle se jette sur Takeru et s'accroche à son bras de toutes ses forces. Il lui demande gentiment de le lâcher, mais Muesli, complètement paniquée, refuse de desserrer sa prise. Muesli continue d'affirmer qu'elle n'a pas peur du tout, mais Takeru n'est pas dupe. Il lui explique calmement qu'ils se trouvent à un poste arrière, bien loin du véritable champ de bataille, et que les chances qu'elle croise un monstre ici sont presque nulles. Il ajoute qu'il n'y a aucune honte à avoir peur. Même les plus grands guerriers ressentent la peur avant le combat. L'important, c'est de faire de son mieux avec les capacités dont on dispose. Les paroles de Takeru redonnent du courage à Muesli. Souriante, elle promet de faire tout ce qu'elle peut et s'enfuit en courant vers l'une des tentes du campement. Un instant plus tard, Clay en sort justement et il ne peut s'empêcher de rire en entendant ce que Takeru vient de dire. Il trouve amusant que celui qui refusait à tout prix de venir au champ de bataille donne maintenant un discours sur l'importance du courage et de l'effort. Takeru reconnaît l'ironie de la situation, mais explique qu'il n'aime simplement pas s'impliquer dans les ennuis sans raison valable. Et puisqu'il est question d'éviter les combats, il est étonné de voir Clay ici, à l'arrière, au lieu d'être en première ligne avec les autres. Clay avoue alors que d'anciennes blessures se sont réveillées et que son corps ne lui obéit plus aussi bien qu'avant. Takeru lui demande s'il parle des cicatrices qu'il avait remarquées sur son dos lors de leur passage au bain. Clay se fige un instant, s'attendant à être jugé pour ses marques honteuses. Mais à sa grande surprise, Takeru ne voit pas où est le problème. Clay lui explique que pour un guerrier, les cicatrices dans le dos sont un signe de déshonneur. Elles prouvent qu'on a été blessé en fuyant son ennemi. Mais Takeru n'est pas d'accord. Il est convaincu que ces cicatrices ont été reçues en protégeant quelqu'un, et que le fait d'avoir survécu malgré tout est une preuve de force, pas de lâcheté. À cet instant, un grondement sourd retentit au loin. Des centaines de pas se rapprochent. Clay comprend aussitôt que la formation défensive du maître de guilde en première ligne a été brisée. L'ennemi approche, et ils doivent se préparer à combattre. Il saisit une lance et annonce qu'il part intercepter les gobelins. Même si la douleur de ses cicatrices est insupportable, il jure qu'il protégera Takeru, quitte à briser son propre corps. Takeru essaie de lui dire qu'il n'a pas besoin d'aller si loin, mais Clay est déjà parti. Son regard se tourne alors vers la tente. Il y aperçoit Muesli, en train de soigner un aventurier blessé. La voir s'appliquer autant, malgré sa peur et le danger qui approche, fait naître en lui un pincement au cœur. Pour la première fois, il se sent coupable d'avoir voulu fuir. Ici et maintenant, Takeru prend sa décision. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tout le monde rentre sain et sauf. Il dresse alors une barrière magique autour du poste avancé afin de protéger Muesli et les autres soigneurs du danger, puis s'élance vers les lignes de front pour affronter les gobelins lui-même. Sur le champ de bataille, les aventuriers se battent désespérément pour contenir la horde, mais à ce rythme, ce n'est qu'une question de temps avant que les gobelins ne percent les défenses et envahissent la ville. Soudain, Takeru surgit au milieu du combat et assène un coup de poing si puissant à un gobelin que la créature est projetée contre un pilier rocheux. Il est un peu déstabilisé de devoir se battre contre des monstres humanoïdes, mais il n'a pas le luxe de réfléchir à la morale de la situation. Il ordonne alors à Bee de s'occuper du reste. L'esprit ailé s'envole dans les airs et libère une tempête d'éclairs, foudroyant d'un seul coup tous les gobelins alentours. Une fois la zone sécurisée, Takeru se précipite vers les aventuriers blessés pour s'assurer qu'ils vont bien et leur demande ce qui s'est passé. Diego lui explique que leur formation tenait bon au début, jusqu'à l'apparition d'un gobelin chirurgien, un spécimen de haut niveau. À partir de là, tout s'est effondré.
Heureusement, Clay est arrivé juste à temps pour les sauver. Il a réussi à repousser le monstre, mais dans la confusion, ils ont perdu sa trace et ignorent s'il est toujours en vie. Takeru part aussitôt à sa recherche. Près de la forêt, il finit par apercevoir Clay, seul, encerclé par une horde de gobelins. Le guerrier parvient à en abattre quelques-uns à la lance, mais la douleur de ses cicatrices le ronge. À bout de force, il tombe à genoux et les gobelins en profitent pour tenter de le transpercer par derrière. Mais avant qu'il ne puisse frapper, Takeru surgit et les foudroie sur place. Clay, stupéfait de le voir ici, lui ordonne de fuir car l'endroit est trop dangereux. Mais Takeru lui rappelle que c'est lui, Clay, qui est blessé et qu'il devrait être celui à se ménager. À cet instant, un hurlement monstrueux résonne entre les arbres. Le gobelin chirurgien approche. Il bondit vers eux, mais les deux hommes esquivent de justesse. La solution la plus sûre serait de battre en retraite, mais ils savent qu'ils ne pourraient pas distancer une telle créature. Malgré la douleur insupportable qui le déchire, Clay se redresse et prend position, la lance en main. Il annonce qu'il tiendra le monstre en respect aussi longtemps que nécessaire, le temps que Takeru s'échappe, car, quoi qu'il en coûte, il refuse, touché par la détermination de Clay. Takeru lui demande si les cicatrices dans son dos ont pour lui une valeur sentimentale. Clay trouve la question étrange, surtout en plein combat, mais il finit par répondre que ces marques ne sont pour lui que le rappel amer de ses échecs passés. Il les déteste de tout son cœur. Takeru en déduit alors qu'il ne verrait aucun inconvénient à les effacer. Avant même que Clay ait le temps de comprendre où il veut en venir, Takeru plonge la main dans son sac et lui jette au visage un peu de l'eau magique de vol. Il incante ensuite un sort de guérison complète destiné à effacer les cicatrices. Mais le résultat dépasse toute attente. Non seulement les marques disparaissent, mais Clay évolue soudainement, sa peau prenant une teinte noire d'encre. Ni Takeru ni Clay ne comprennent ce qu'il vient de se passer. Cependant, la douleur a totalement disparu, et Clay ressent en lui une puissance nouvelle, bouillonnante, presque incontrôlable. Pour la tester, il fonce seul sur les gobelins encore présents. En quelques secondes à peine, il les anéantit tous, sans même transpirer. Plus tard dans la nuit, Clay se rend dans la chambre de Takeru. Il a retrouvé son apparence normale, mais l'énergie qui brûle en lui est toujours là, prête à jaillir à tout moment. Il exige alors de savoir ce que Takeru lui a fait. Takeru lui explique calmement qu'il a simplement utilisé de l'eau magique provenant d'un dragon ancien comme catalyseur, avant de lancer un sort de guérison. Clay, déconcerté, lui demande comment il peut bien connaître un dragon ancien. Takeru répond que Vol n'est autre que le père de Bi, ce qui fait d'elle aussi un dragon ancien. Clay s'assoit, abasourdi par ces révélations, essayant d'assimiler toutes ces informations. Il remercie Takeru pour son aide, mais il lui fait remarquer qu'un tel exploit est au-delà des capacités d'un simple humain. Il finit donc par lui demander qui il est vraiment. Takeru réalise qu'il en a peut-être trop dit, mais comme le dieu ne lui a jamais ordonné de garder le secret, il décide de ne rien cacher à un ami de confiance. Il lui avoue alors qu'il vient d'un autre monde. Clay reste figé, incapable de savoir s'il plaisante ou non. Takeru l'invite à s'asseoir et lui raconte toute son histoire, sa mort, sa réincarnation et les événements qui ont suivi. Même si cela paraît insensé, Clay ne peut ignorer tout ce qu'il a vu de ses propres yeux. Tout concorde trop bien. Finalement, il promet à Takeru de garder son secret. Mais il le met en garde. Il devra désormais faire preuve de prudence avec son pouvoir, car modifier le corps d'un être vivant n'est pas une chose anodine. Puis, elle le conduit dans la salle de son maître, et le nain s'interroge sur l'identité de Takeru. Lorsque Riburu lui explique qu'il s'agit du célèbre récolteur dont tout le monde parle en ville ces derniers temps, Grutas devient intrigué. Riburu pense qu'il pourrait utiliser les talents de Takeru pour récupérer du minerai rare d'Ildra, nécessaire à la fabrication d'une épée spéciale destinée à un tournoi. Le nom du minerai laisse Takeru perplexe, tandis que Grutas refuse catégoriquement de l'envoyer extraire dans la dangereuse mine de Ruhai. Cependant, Riburu continue de plaider sa cause et tente même de forcer le pauvre nain à accepter son idée. Furieux, Grutas s'y oppose fermement, lui rappelant que les mines regorgent de démons en cette période. À l'évocation des démons, la curiosité de Takeru s'éveille, mais Riburu, épuisé, finit par se taire.
Grutas la met en garde. Si elle continue à prendre la vie des autres à la légère, elle n'atteindra jamais le rang de maître forgeron. Il avoue être fier de voir son apprenti se démener pour sauver l'atelier, mais il est hors de question de laisser un jeune homme comme Takeru risquer sa vie. Touché par la bienveillance de son maître, Riburu abandonne son idée. Mais Takeru, lui, propose d'aller chercher le minerai à condition qu'ils acceptent de lui forger une paire de ciseaux en récompense. Devant leur air surpris, il sort de son sac une pince de crabe. Grutas est stupéfait d'apprendre qu'il a réussi à vaincre seul un monstre de rang B. Takeru explique alors que les monstres ne sont pas un problème pour lui et qu'il pourra facilement explorer les mines. Il se rend donc aux mines en calèche, accompagné de Bee, qui trépigne d'impatience à l'idée de manger encore de la chair de crabe. Il explique aux petits dragons qu'ils n'ont plus de fruits de mer dangereux, tandis que les autres passagers s'inquiètent des étranges événements survenus récemment dans les mines. En descendant de la calèche, Takeru aperçoit une écurie et se dit qu'il serait agréable d'avoir son propre cheval. Soudain, il entend une voix familière. Il découvre que l'elfe qu'il avait rencontré dans la forêt est en train de se disputer avec un marchand de chevaux, affirmant que la grosse boule de plumes qu'il vend n'est en réalité qu'un l'homme soupir, expliquant que dans ces écuries, tout animal pouvant être monté est considéré comme un cheval, même les oiseaux. L'elfe se calme un peu après cette explication et le vendeur lui indique qu'elle pourra trouver de vrais chevaux près du royaume des nains. Takeru remarque alors que l'elfe se dirige dans la même direction que lui et il se prépare à récolter quelques matériaux en compagnie de Bee. Dans la forêt, il cueille plusieurs brins d'herbe de lune nocturne, se disant que le voyage en valait finalement la peine. Un grondement puissant se fait alors entendre. Il découvre l'elfe affamé, effondré au pied d'un arbre, une fois de plus. La pauvre, à bout de force, le supplie de lui donner de l'eau. Takeru lui tend un peu de nourriture, se demandant comment elle finit toujours dans un état pareil, semblable à une mendiante. Quand elle se relève pour le remercier, Takeru perçoit une forte odeur naturelle émanant d'elle. Dégoûté, il lance aussitôt un sort de purification pour désinfecter son corps malodorant. L'elfe, surprise, affiche bientôt un grand sourire en découvrant qu'elle est enfin propre. Takeru précise qu'il ne veut simplement pas qu'elle gâche son image idéalisée des elfes pures et délicates. Elle se présente alors sous le nom de Vel Brolit. Son nom complet étant trop compliqué à retenir, Takeru décide de l'appeler simplement Brolit. Brolit insiste pour le remercier d'une manière ou d'une autre, mais Takeru, indifférent, commence à s'éloigner. Elle le rattrape et lui dit qu'elle refuse qu'il l'aide gratuitement, ajoutant que Bee aussi semble ravie d'avoir trouvé une nouvelle amie. Devant tant d'insistance, Takeru finit par céder. Pendant qu'il reprend sa récolte, Bee et Brolit accourent fièrement vers lui, lui présentant ce qu'ils pensent être un trésor. Des crottes de monstres précieuses. Takeru les regarde, impassible, et leur dit que ce ne sont que de simples cailloux. Les deux, stupéfaits, le fixent avec de grands yeux ronds. Ils reviennent ensuite avec toutes sortes de bricoles ridicules, et Takeru en conclut que le cerveau de Brolit doit être à peine plus gros que les minuscules yeux de Bee. Quand la nuit tombe, Brolit propose d'allumer un feu de camp. Takeru lui répond qu'il n'en a pas besoin puisqu'il possède des pierres magiques, mais elle lui explique qu'allumer un feu est une manière d'indiquer aux autres aventuriers que l'endroit est sûr pour camper. Peu après, elle revient en portant un énorme tronc sur l'épaule, le lance dans les airs, puis le découpe en morceaux à l'aide de ses dagues avant d'atterrir gracieusement. Impressionné par sa force brute, Takeru décide d'examiner ses dagues et découvre, stupéfait, qu'il s'agit d'artefacts de haut rang. Il comprend alors que Brolit descend d'une lignée noble d'elfes. Plus tard, il prépare un délicieux repas grâce au bois qu'elle a rapporté. Brolit, toute excitée, goûte et tombe immédiatement amoureuse de sa cuisine. À chaque bouchée, son visage rayonne de bonheur, au point que Takeru la regarde avec un petit sourire ironique, se disant qu'elle en fait Alors que Brolit essaie de parler la bouche pleine, Takeru lui rappelle gentiment de mâcher avant de parler. Elle lui demande s'il se dirige vers les mines et Takeru hoche la tête avant de lui retourner la question. Brolit explique qu'elle cherche un magnifique Pégase blanc pour sa petite sœur, Ludekara. Après avoir changé de sujet, elle se rend compte que Takeru vient encore de lui offrir un repas gratuitement. En guise de paiement, il se demande si elle accepterait de devenir sa garde du corps. Intrigué, Brolit lui demande de préciser les détails de sa mission. Takeru confirme d'un signe de tête.
Il voudrait simplement apprendre d'elle quelques notions de survie de base. Mais Brolyt se demande si c'est vraiment tout ce qu'il attend d'elle. Takeru assure que oui, pensant déjà lui demander un grand service. Brolyt pousse un soupir amusé. Selon elle, leur seconde rencontre ne peut être qu'un coup du destin, et elle accepte finalement d'être sa garde du corps. Malheureusement, Takeru regrette très vite sa décision, à peine 30 minutes plus tard, lorsque Brolyt s'endort et se met à ronfler plus fort qu'un marteau-piqueur. Le lendemain matin, Takeru suit Brolyt jusqu'à un pont traversant la rivière qui mène au royaume des nains. Une fois arrivé en ville, la première chose que Takeru veut faire, c'est manger. Ils trouvent un bon restaurant où la serveuse leur apporte fièrement des rouleaux de viande juteux. Dès la première bouchée, Takeru s'exclame, admirant la saveur exquise du plat. Brolyt, de son côté, trouve la nourriture aussi délicieuse que son ami le lui avait décrit. Curieux, Takeru lui demande qui est cet ami. Brolyt révèle alors qu'il s'agit d'un homme lézard. Pensant à Clay, Takeru sourit et lui dit qu'il est lui aussi ami avec un homme lézard. Brolyt commence à se vanter du prestige de son ami, expliquant qu'il a reçu le titre de chevalier dragon sacré de l'Empire de Stalfa. À l'écoute de ce titre, Takeru réalise qu'il parle du même individu. Et soudain, une voix familière s'élève de la table voisine. C'est Clay lui-même. Takeru sursaute, stupéfait de le voir si loin d'ici. Mais Clay, impassible, lui reproche d'avoir quitté Belkaim sans un mot. Gêné, Takeru bafouille qu'il avait laissé un message à la guilde, mais Clay continue de le réprimander pour n'avoir rien dit directement. Il finit par lui demander où il se rend et Takeru explique qu'il part extraire du minerai dans les mines de Ruhai. Clay, surpris, le regarde avec inquiétude. Un aventurier de 6 barans s'aventurer dans une mission aussi dangereuse ? Cela lui paraît insensé. Takeru pense que tout cela en vaut la peine s'il peut obtenir une belle paire de ciseaux forgés par un maître forgeron. Ces standards ridiculement bas laissent Clay sans voix, qui finit par décider de se joindre à lui dans sa mission. Surprise, Brolyt demande à Clay s'il veut devenir son garde du corps, tout comme elle, ce qui éveille sa curiosité. En apprenant que Takeru a déjà pris la jeune elfe comme garde du corps, Clay accepte de devenir son collègue pour ce voyage. Alors que ce trio d'étranges compagnons se tape dans la main, Takeru ne peut s'empêcher de penser qu'il va sûrement regretter de les avoir embarqués. Le lendemain, ils se dirigent tous ensemble vers la cité du royaume nain. À la frontière, le garde aperçoit Clay et invite aussitôt le groupe à entrer, suscitant leur étonnement face à ce traitement privilégié. Clay révèle alors qu'il a un vieil ami dans le royaume et le garde les conduit jusqu'à un passage menant à un immense sous-sol. Quand les escaliers s'ouvrent, tous restent bouche bée devant la gigantesque cité souterraine qui s'étend sous leurs pieds. Le garde informe ensuite Clay que le roi nain le cherche, ce qui choque Takeru. Clay fait semblant de n'avoir aucun lien avec les nains, mais le garde explique qu'il est leur héros, celui qui sauva leur peuple du roi du tonnerre, Zengen. Dans le passé, les nains étaient faibles et soumis à un démon malfaisant. Un jour, alors que Clay traversait simplement leur royaume, le démon prit peur en le voyant et s'enfuit aussitôt. Depuis ce jour, Clay fut vénéré comme le héros des nains. Bientôt, le garde les conduit jusqu'au palais royal. Là, Clay commence à réprimander le roi pour toute cette attention qu'il lui accorde, sous le regard amusé de Brolyt, qui remarque leur proximité. Takeru se présente alors, et le roi lui dit de parler librement sans cérémonie. Il lui tend une lettre de recommandation de Grothas. Reconnaissant le nom, le roi écoute la requête de Takeru, qui demande la permission d'explorer les mines de Ryuhai. Le roi l'avertit que les mines sont désormais infestées de démons, mais Takeru affirme qu'il s'y est préparé. Surpris par son courage, le roi hésite, jusqu'à ce que Clay le rassure en promettant de le protéger avec l'aide de Brolyt. Avec cette garantie, le roi approuve finalement sa demande et leur confie la mission de découvrir la vérité sur l'apparition des démons dans les mines. Clay accepte la requête royale, tandis que Takeru, un peu perdu, réalise qu'ils viennent d'être envoyés dans une véritable quête d'investigation. Malgré lui, il se retrouve entraîné dans cette mission périlleuse, et tous trois s'avancent vers l'entrée obscure des mines. Le réceptionniste de la guilde des nains, Zambo, accueille chaleureusement le groupe et leur explique qu'il sera leur guide à travers les tunnels de la mine. Une fois la grande porte ouverte, Brolyt remarque que l'obscurité y est totale. Takeru lance alors un sort de lumière pour illuminer les lieux.
Il duplique ensuite la carte que Zambo lui a remise, provoquant la surprise générale par la diversité de ses compétences. Impatient d'obtenir un minerai de qualité, Takaru active sa capacité de détection, mais ne trouve qu'un tas de minerais de fer brut dans les environs. Soudain, Bee l'avertit de la présence d'un monstre tout proche. Takaru lance un sort de détection et repère aussitôt une paire d'yeux brillants dans le noir. Tout le monde se prépare au combat tandis qu'une nuée d'araignées démoniaques surgit des ténèbres. Clay plante sa lance dans la première, tandis que Takaru immobilise la suivante grâce à un sort de ralentissement, permettant à Brolit de la déchirer de ses propres mains. Une fois la créature vaincue, la jeune elfe se met à bondir de joie, victorieuse. Le groupe reprend ensuite sa progression vers les profondeurs de la mine. Arrivé à un niveau inférieur, Takaru détecte des minerais d'Ildra tout proches, mais s'arrête net devant un cul-de-sac. En comprenant que le minerai est dissimulé derrière la paroi, il demande à Zambo la permission de creuser. Sous les yeux ébahis de tous, Takaru fait exploser le mur à l'aide d'une série de boules de feu, révélant une veine de minerai d'Ildrite de haute qualité. Déçu de ne pas avoir trouvé l'Ildra qu'il cherchait, Takaru baisse la tête jusqu'à ce que Zambo lui crie dessus, lui expliquant que l'Ildrite est en réalité bien plus précieuse que l'Ildra. En analysant les minerais, Takaru découvre qu'ils appartiennent à une catégorie rare et se demande si l'atmosphère dense et concentrée de la mine favorise leur formation. Soudain, Bee le met en garde. Takaru se fige et son expression devient sérieuse, alertant tout le groupe. Des bruits de pas lourds résonnent au loin. Zambo comprend aussitôt que les démons les ont repérés. Alors que la créature approche, Takaru ordonne à Brolit et Clay de reculer avant d'avancer seul vers la menace. Lorsque le démon émerge enfin de l'ombre, dévoilant son visage crabe monstrueux, Takaru et Bee échangent un regard plein d'excitation.